Bonjour à tous, c'est Gladys Asti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires plus ou moins d'horreur. Euh, il y aura une histoire, enfin deux histoires assez longues et une histoire assez courte. Voilà. Euh, il y aura une histoire qui sera un peu dans le paranormal et deux autres histoires qui seront un peu plus dans le réel, mais globalement, elles font toutes bader. Je perds pas de temps, je vais commencer par la première histoire. La première histoire, c'est l'histoire de Cécile et Magali. Ce sont deux cousines qui, exceptionnellement, leurs parents travaillent pendant l'été. Et comme ça vous est déjà certainement arrivé, les parents ont l'idée de mettre leurs enfants dans une colonie de vacances pendant un mois. Donc c'est prêt, et Cécile et Magali sont particulièrement contentes parce que elles ont réussi à être dans la même colonie. Donc ça c'est pas mal. Elles sont toutes les deux au même endroit, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc globalement, elles sont smart. Et c'est parti. Alors la première semaine, tout se passe nickel. En fin de semaine, les parents ont les filles au téléphone et elles sont contentes, elles racontent ce qu'elles ont fait, les activités, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a moins plu, enfin, elles racontent un peu leur semaine, quoi. Et au bout de la deuxième semaine, les parents sont un peu inquiets parce que habituellement, en fin de semaine, il y a un appel. Les enfants ont le droit d'appeler leurs parents pour leur donner un peu de nouvelles, enfin pour leur donner des nouvelles. Et là, étrangement, pas de nouvelles, pas d'appel. Alors, les parents, voyant que les enfants n'appellent pas, ils appellent. Et puis, ils tombent sur le répondeur, il y a rien. Alors bon, au début, ils s'alarment pas trop, hein. Ils se disent que peut-être que voilà, ils avaient un emploi du temps très chargé et qu'ils n'ont pas eu le temps de dire chaque parent va appeler chaque parent. Bon, ok. Et puis le début de la troisième semaine commence, toujours aucune nouvelle. Là, par contre, ils commencent vraiment à s'inquiéter. Et donc, du coup, ils décident de faire quoi? Ils décident d'aller au siège de la colonie, parce que c'est une colonie, mais il y a un siège avec une secrétaire. Et ils vont à ce siège, et puis ils vont voir la secrétaire, et puis ils leur disent, écoutez, ça fait une semaine et demie qu'on n'a pas de nouvelles de nos deux filles. De nos filles qui sont parties en randonnée, qui sont parties en colonie. On n'a pas de leurs nouvelles depuis une semaine et demie et on trouve ça pas normal. Et là, la femme va leur répondre quelque chose d'assez inquiétant en leur disant que eux aussi, ils n'ont pas de nouvelles. Ça veut dire que eux aussi, ils ont tenté d'appeler l'équipe qui était partie avec les enfants en colonie, mais eux non plus n'ont pas de nouvelles. Donc, du coup, la secrétaire, elle a un planning sur le mois qui dit à peu près les activités et les lieux où normalement l'équipe va avec les enfants. Et elle va dire que normalement, que demain, ils sont censés aller visiter une chocolaterie. Donc du coup, elle dit ce qu'on va faire, c'est que demain, je vais envoyer une équipe. Je vais envoyer une équipe pour aller voir à la chocolaterie s'ils s'y rendent. Et je vais aussi, et si jamais on ne les voit pas à la chocolaterie, on préviendra la police. Le lendemain arrive, donc là, cette fois-ci,
la maman d'une des deux filles appelle la secrétaire pour savoir un peu ce qu'il en est. Et là, c'est très inquiétant parce que l'équipe s'est rendue à la chocolaterie et ils n'ont pas vu l'équipe ni les enfants. Donc là, ils sont très inquiets. Ils ont prévenu la police. Donc la police va commencer son enquête. Pour l'instant, ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que les policiers sont au courant. La semaine passe. On se retrouve à la 4e semaine. Donc normalement, la dernière semaine de colonie. Et du coup, là, ils ont un peu plus de nouvelles. Mais les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Ça veut dire que les policiers ont enquêté, ils sont allés dans l'auberge où étaient hébergés l'équipe et les enfants pendant leur séjour. Et l'auberge, les policiers y sont allés. Et à l'auberge, il n'y avait personne. Mais personne. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas la réceptionniste, parce que dans les auberges, il y a une réceptionniste qui enregistre les personnes qui rentrent, les personnes qui sortent. C'est elle qui répond au téléphone pour prendre les réservations et tout ça. Et là, il n'y a personne. Il n'y a pas de réceptionniste. Il n'y a pas de réceptionniste. À la cuisine, il n'y a personne. À la buanderie, là où le linge est traité, il n'y a personne. C'est très, très inquiétant. Et c'est encore plus inquiétant de voir que le lieu est... Il y a des fenêtres cassées, il y a des affaires. Dans les chambres, il y a les affaires des enfants, de tous les enfants qui sont partis en colonie. Il y a leur sac avec leurs affaires. Et c'est ça qui est encore plus bizarre, parce que si les enfants et les équipes étaient partis, ils n'auraient pas laissé leur sac. Pourtant, là, il y a leur sac. Et dans la chambre où il y a les personnes qui font partie de l'équipe qui dorment, elles aussi, elles ont toutes leurs affaires. Toutes leurs affaires, tout. Mais à part ça, l'auberge est bien rangée. Il n'y a pas de désordre particulier. C'est bien rangé. Et là, c'est inquiétant parce que les affaires sont là. Il y a un carreau qui est cassé, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a personne. Alors là, les policiers, ils perdent un peu leurs moyens, ils savent pas trop. Alors, la première chose qu'ils vont penser à faire, c'est regarder le cahier de la réceptionniste pour savoir c'est quand que la réceptionniste, c'est quand qu'elle a mis sa dernière note sur le cahier. Et la et la dernière note que la réceptionniste a écrit sur son cahier, ça remonte à il y a 15 jours. Donc en gros, ça fait 15 jours qu'il n'y a... Enfin, ils estiment que ça fait au moins 15 jours que l'auberge est vide. Qu'il n'y a personne. Alors là, les policiers, ils savent pas trop. Ils se demandent, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Après tout, il y a un carreau qui est cassé. Donc, est-ce qu'il y a eu un animal qui est rentré dans l'auberge? Est-ce qu'il y a eu... il y a peut-être eu un événement qui a fait qu'ils sont tous partis d'un coup. Mais ce qui était étrange, c'est que leurs affaires étaient encore sur les lieux. Donc ça, c'est bizarre. Et puis tout est resté, tout est bien rangé. Dans la cuisine, la vaisselle est à sa place, les lits sont faits, le bureau de la réceptionniste est bien rangé. Il y a vraiment rien qui... c'est comme si les occupants de l'auberge s'étaient évaporés comme ça dans la nature. C'est incompréhensible.
Et du coup, là, les policiers, ils vont essayer de mener leur enquête du mieux qu'ils peuvent. Donc, ça veut dire essayer de se renseigner aux alentours de l'auberge si les enfants, l'équipe a été vue. Mais personne ne les a vus, personne ne les a vus, personne ne les a entendus. Donc ils font le tour, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. C'est très étrange. Les enquêteurs n'ont jamais été confrontés à des affaires comme ça, aussi mystérieuses. Et surtout que là, c'est pas une personne qui a disparu, c'est plusieurs personnes. Donc au total, il y a 15 enfants qui ont disparu. 2 moniteurs, donc l'équipe en question, et tout le personnel de l'auberge. Donc la réceptionniste, le cuisinier, les dames de ménage, toutes ces personnes-là ont disparu. Donc là, les policiers, ils savent pas trop quoi dire aux familles parce que il faut pas trop en dire, mais en même temps, faut pas ne rien, faut pas ne rien leur cacher. Alors ils vont juste dire que leurs enfants ont disparu et que les moniteurs aussi ont disparu. Et là, ils vont débloquer de grands moyens. Il va y avoir des battues qui vont être organisées, un hélicoptère qui va survoler l'auberge et les alentours. Pareil pour les gendarmes qui, eux, vont faire des battues parce que l'auberge se trouve à côté d'une forêt. Donc, du coup, ils vont faire des battues dans cette forêt. Et environ une semaine après, à peu près une semaine après, donc au bout de là, on est à peu près un mois, ça va faire à peu près un mois que tout le monde a disparu. Et dans la forêt, ils vont faire des découvertes assez inquiétantes. Ils vont retrouver plusieurs chaussures qui appartiennent à plusieurs enfants différents. Ils vont retrouver des vêtements qui appartiennent aussi à plusieurs enfants. Ils vont retrouver une paire de lunettes de vue. Ils vont retrouver un sac à dos. Et dans le sac à dos, il y a une gourde. Et une gourde avec un téléphone et un petit perroir avec des biscuits dedans. Et ils vont retrouver aussi une paire de chaussures, mais cette fois-ci une paire de chaussures qui appartient à un adulte. Et on pense que que ça appartenait à une femme, vu que ce sont une paire de sandales. On va retrouver une paire de sandales. Donc, du coup, ils vont prendre tout ça, ils vont les faire analyser, et il y a rien de spécial, sauf sur une paire de chaussures. Sur une paire de chaussures, ils vont retrouver un peu de sang. C'est rien, hein, c'est tout petit, hein, c'est une tache, mais il y a du sang. Donc du coup là, ça commence à pas sentir bon. Déjà, au final, ils vont compter, ils ont retrouvé au moins 5 paires de chaussures, et encore les paires n'étaient pas entières. Ça veut dire que il y a une paire où il y a les 2 chaussures et puis l'autre paire, il y en a qu'une. Voilà, donc en gros, ils ont retrouvé 5 paires de chaussures a priori, et dans les 5 paires de chaussures, il y a une paire de chaussures qui appartient à Mélanie. Donc Mélanie qui est une des 2 cousines qui était partie en colonie avec son autre cousine.
Donc là, les enquêteurs, ils sont très inquiets parce que retrouver du sang sur une paire de chaussures, même si c'est qu'une tache, c'est pas très normal, hein, autant qu'on se le dise. Mais bon, ils n'ont pas plus d'informations. Il n'y a pas autre chose de flagrant. Ils vont aussi passer l'auberge au luminol, donc le produit qui fait ressortir les taches de sang. Là non plus, il n'y a rien à signaler. Ils vont continuer les battues, les recherches, mais ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ils ne retrouvent pas. Ils ne retrouvent pas les familles. Ils ne retrouvent pas les parents. Enfin, enfin, ils ne retrouvent pas les enfants. Ils ne retrouvent pas les équipes. Le personnel, on ne sait pas. Et malheureusement, l'histoire s'arrête là. Je sais, c'est frustrant. Vous aurez aimé avoir la fin. Mais il n'y a pas eu de fin. Du moins pas pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas plus d'avancée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont retrouvé des paires de chaussures, quelques vêtements, mais c'est tout. Ils n'ont rien retrouvé d'autre. Donc, donc quand j'aurai la suite de cette histoire, je ferai peut-être une vidéo consacrée exprès à la suite. Mais là, pour l'instant, j'ai pas la suite de l'histoire. Donc, je peux pas vous faire une suite pour le moment. Mais dès que j'en aurai une, je la ferai. Donc maintenant, on va passer à la deuxième histoire qui, elle, est une histoire assez courte. Et là, vous aurez le début, la fin. Voilà. Alors là, on va parler de Geneviève. Geneviève, c'est une personne âgée qui vit seule dans son appartement. Hein. Elle arrive à se débrouiller. Hein. Elle a une aide ménagère qui vient une fois par semaine faire le ménage chez elle. Mais sinon, elle s'en sort plutôt bien. Elle arrive à se débrouiller. Et un après-midi, elle attend le plombier. Et ça toque à sa porte et y a un jeune homme qui se présente et qui lui dit que c'est le plombier. Elle le fait rentrer, le plombier lui dit bon ben il faudra changer ça et ça et ça, et déjà là elle a commencé à trouver ça bizarre parce que c'était à elle de dire c'était quoi son problème de plomberie. C'est pas au plombier de venir et dire bon bah je vais faire ça, je vais faire ça. Tu dis ton problème au plombier et puis le plombier, lui, en fonction de ton problème, il va voir comment il peut gérer la chose. Mais c'est rare qu'en général le plombier de suite il arrive, ouais bon je vais faire ça, je vais faire ça. Mais bon. Et il lui dit qu'il a besoin de prendre des mesures. Donc du coup que si elle pouvait aller lui chercher un papier et un crayon. Donc elle va dans le salon chercher un papier et un crayon. Et pendant qu'elle va chercher le papier et le crayon, elle entend le plombier en question aller dans sa chambre et commencer à fouiller, à ouvrir les placards, les tiroirs. Donc de là, Geneviève comprend très vite que ce n'est pas le plombier. Donc là, elle a peur. Elle a vraiment très peur. Et elle sait pas trop comment réagir. Alors elle panique pas, parce qu'elle sait que plus elle va paniquer et plus elle va faire comprendre à son assaillant que qu'elle a compris, qu'elle a cramé que c'était pas que c'était pas le plombier. Le faux plombier revient. Ils vont s'installer dans le salon. Elle le fait asseoir. Elle lui donne le papier et le crayon pour qu'il fasse des mesures. Et à ce moment-là, il lui demande une cigarette. Donc elle lui donne une cigarette, il fume sa clope. Et à ce moment-là, il lui pose une question toute simple. Est-ce que vous vivez seul? De là, Geneviève va dire que non, qu'elle habite pas toute seule, qu'elle habite avec sa fille. Ce qui est faux. De là, le faux plombier arrête d'écrire sur la feuille. Il lui redemande une cigarette et il lui dit bon ben je dois partir mais je repasserai. Il s'en va et ce qu'elle va faire Geneviève, c'est que de suite après
que le jeune homme est parti, elle va appeler l'entreprise de plomberie et demander s'ils lui ont envoyé quelqu'un. Et l'entreprise de plomberie va lui dire que non, il lui a envoyé personne. Donc là, Geneviève comprend que ce jeune homme n'était pas plombier. Il n'était pas plombier, mais comment il savait qu'elle attendait un plombier? Comment elle pouvait savoir qu'il attendait un plombier? Et d'ailleurs, quelques heures après que ce jeune homme soit passé, il y a le vrai plombier qui débarquera quelques heures plus tard. Et elle va le raconter ça au mec. Lui dire, il y a un mec qui est venu juste avant vous, qui a dit qu'il était plombier, mais en fait, c'était pas le plombier. Donc, elle n'a pas eu elle a pas eu d'explication, elle n'a pas compris pourquoi ce mec s'est fait passer pour un plombier, comment le mec savait à ce moment-là qu'elle attendait le plombier. Mystère. On saura jamais. On saura jamais. Et bien évidemment, la deuxième question de qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé si elle lui avait dit la vérité, qu'elle vivait seule? Est-ce qu'il aurait fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Enfin, c'est très bizarre. Donc du coup, Geneviève, ça l'a bien marqué. Elle a eu vraiment très peur parce qu'elle ne sait toujours pas pourquoi ce mec est venu chez elle, pourquoi il est allé dans sa chambre et qu'il a fouillé ses affaires, pourquoi il s'est fait passer un plombier alors que ça n'en était pas un. Très bizarre. Très très bizarre. Donc voilà pour la deuxième histoire. Donc maintenant, je vais passer à la troisième, donc la dernière histoire. Là, c'est l'histoire de Carla. Carla est une femme qui est assez solitaire dans sa vie en général. Elle n'a pas énormément d'amis. Elle est proche de ses parents par contre, et particulièrement de sa grand-mère. Elle est très proche de sa grand-mère. Et elle va rencontrer un jeune homme un soir. Elle va sortir un soir pour aller boire un verre toute seule. Des fois, elle dit qu'elle aime bien, des fois, aller se poser au bar toute seule, boire un petit coup. Et ce fameux soir, il y a un jeune homme qui va l'aborder, puis ils vont commencer à parler, et le feeling va bien passer, et ils vont échanger les numéros de téléphone. Et puis au fil des mois, ça se passe bien. Au fil des mois, ils finissent par entamer une relation amoureuse. Et puis, ça continue, les mois passent, ils sont très amoureux, ça se passe très bien. Et on est un an après leur rencontre, ils prennent la décision de se marier. Alors, les parents et la grand-mère de Carla vont trouver quand même que c'est un peu tôt. Ils se connaissent que depuis un an et ils trouvent que se marier au bout d'un an et de à peine quelques mois de relation, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Faut attendre, approfondir et tout ça. Mais bon, Carla n'a pas envie d'attendre. Son compagnon non plus d'ailleurs. Donc on va l'appeler Jean. Carla et Jean sont bien ensemble, alors ils voyaient pas ils voyaient pas pourquoi ils sauteraient pas le pas du mariage. Donc ils se marient et à partir de là, Carla elle va poser quelques questions à Jean parce que vu que c'est son mari, elle veut avoir un peu l'histoire de son passé. Donc Jean lui a déjà raconté que il avait perdu ses parents quand il était très jeune, que il avait un frère mais que ils étaient un peu en froid, qu'il avait été marié, que lui il avait déjà été marié avant Carla, il a déjà été marié et qu'ils ont divorcé,
et qu'apparemment le divorce avait été voulu des deux côtés, donc il n'y avait pas eu de souci, le divorce s'est passé sans encombre. Du moins, c'est ce que raconte Jean à Carla. Donc Carla, elle s'inquiète pas plus que ça, elle a eu la réponse à ses questions, et du coup, vu que Jean n'a plus ses parents, il a son grand-père encore. Et un jour, Carla est invitée avec Jean à manger chez le grand-père. Le grand-père ne lui paraît pas bizarre au premier abord, mais il trouve que le grand-père, il est assez froid. Il sourit pas trop. Il parle pas trop à Carla. Donc elle, sur le coup, elle est un peu gênée parce que bon, elle se dit le courant passe peut-être pas aussi bien que j'aurais aimé qu'il se passe, surtout que c'est la première fois qu'on se rencontre après notre mariage, donc voilà. Mais bon, elle se dit qu'avec le temps, ça se décoincera peut-être. Et puis, ils vont revenir chez le grand-père 2 semaines après, encore une fois pour manger. Et Jean va dire à son grand-père qu'il va aller chercher du pain, parce qu'il n'y a pas de pain. Donc du coup, il dit à son grand-père, bon, je vais aller au village, je vais acheter le pain. Il sort acheter le pain, et pendant qu'il n'est pas là, le grand-père va avoir des propos un peu étranges, envers Carla, en lui disant il t'a dit qu'il était déjà marié? Alors Carla lui dit oui, 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 il m'a dit qu'ils s'étaient déjà mariés et qu'ils avaient divorcé en bons termes. Et là, elle voit de suite que le grand-père, le visage il change. Et il va commencer à lui dire, écoute, c'est pas à moi de t'en parler. Je vais pas trop t'en dire, parce que la majorité de l'histoire, c'est à Jean de t'en parler. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que non. Le divorce ne s'est pas bien passé. Il s'est même très mal terminé. De là, Carla ne comprend pas. Parce que quand elle en a parlé à Jean, Jean lui a dit que ça s'était bien passé. Le grand-père lui dit l'inverse. Elle sait pas trop. Alors le soir, quand ils sont rentrés chez eux, elle va essayer de poser la question à Jean pour savoir. Et elle va essayer de pas trop en dire parce qu'elle veut pas elle veut pas que Jean sache que son grand-père est allé lui raconter quelque chose qu'il n'avait peut-être pas à dire. Et elle lui pose la question, elle lui dit mais quand tu me dis que ton divorce s'est bien passé, ça veut dire quoi? C'était un divorce à l'amiable? euh, alors Jean il lui dit oui, et il lui pose très vite la question de mais pourquoi ça t'intéresse? Et elle lui dit que ça l'intéresse parce qu'elle a envie de savoir son passé, parce qu'elle a envie de savoir un peu comment les choses se sont finies. Et elle va lui dire aussi, elle va lui poser la question et lui dire et au fait t'as toujours des contacts avec ton ex-femme? Et Jean il lui dit non, depuis qu'on s'est séparés, il y a plus de contact. Et du coup elle va pas plus se poser de questions de ça parce qu'elle sait pas trop comment s'y prendre, mais elle a de sérieux doutes. Et elle commence à se poser des questions et à s'inquiéter de savoir c'est quoi le fin fond de l'histoire de ce divorce qui ne s'est pas si bien passé que ça. Et environ une semaine plus tard, ça toque. Jean est pas là, il est au travail, donc Carla est toute seule. Et elle va ouvrir et c'est la police. Et la police lui pose de suite la question en lui disant est-ce que Jean est là? Donc elle dit que non, que Jean est au travail et il demande s'ils peuvent rentrer. Alors ils rentrent
Ils s'installent dans le salon et puis ils vont commencer à poser quelques questions à Carla. Déjà, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Combien de temps qu'ils sont mariés? Donc elle va lui dire qu'ils sont mariés depuis quelques mois, que ça va faire à peu près 1 an, qu'ils se fréquentent, qu'ils ont emménagé ensemble très peu de temps après leur couple et que les choses se passent bien, bien. Et les policiers lui posent la question et lui disent: «Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait déjà été marié?» Donc elle lui dit: «Oui, il m'a dit, et il m'a dit aussi qu'il s'avait divorcé et que ça s'était très bien passé». Et là, les enquêteurs, ils vont lui dire: «Bah non, le divorce ne s'est pas bien passé parce que si le divorce s'était bien passé, on ne serait pas là». Donc là, Carla, elle est étonnée, elle ne sait pas comment réagir et elle dit: «Mais comment ça, qu'est-ce qui se passe?» Et ils vont lui dire que Jean est soupçonné, d'avoir, assassiné son ex-femme. Juste ça. Que, l'ex-femme, de Jean a été retrouvée, morte, dans son appartement, heu, 1 semaine après avoir signé, le papier du divorce. Et que en plus, Jean était dans une mauvaise position. Ça veut dire que Jean allait tout perdre. Il allait perdre tous les meubles, le meuble, l'appartement en question, enfin tout, quasiment tout allait revenir à son ex-femme et pas à lui. Et du coup, Carla, elle dit: «Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est lui?» Ils disent: «Parce que la jeune femme en question n'a pas beaucoup de famille et puis elle avait pas d'ennemis à part son ex-mari qui apparemment, à la base, n'était pas d'accord pour le divorce. Il n'était pas d'accord pour le divorce. C'est elle qui a voulu divorcer et lui, il n'était pas d'accord. Et en plus, dans ce divorce, il allait tout perdre, quasiment. Donc, il n'était pas d'accord, il allait tout perdre, donc forcément, on se pose la question de que peut-être, c'est peut-être lui qui a mis fin à la vie de son ex-femme, et aussi parce que son empreinte, une de ses empreintes, a été retrouvée euh, sur l'arme blanche, parce que la bonne femme a été tuée par arme blanche, et que son empreinte est sur cette arme blanche. Donc les empreintes, le divorce qui ne voulait pas, le fait de tout perdre, ça met beaucoup, 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 de raisons, à Jean pour, se débarrasser de son ex-femme. Et qu'ils attendent Jean parce qu'ils ont besoin de l'embarquer, au commissariat et de l'interroger. Donc les policiers vont attendre Jean avec Carla, et quand Jean va rentrer, ils vont dire à Jean qu'il est prié de les suivre au commissariat parce qu'ils ont quelques questions à lui poser concernant son ex-femme. Donc Carla, elle n'a pas eu le droit, hein, d'assister à cette audition. Donc du coup, elle est restée dans la salle d'attente de la police. Et le soir venu, il commence à être tard et il y a un enquêteur qui lui dit: «Bon, écoutez, rentrez chez vous parce que de toute manière, ce soir, votre mari reste ici». Donc là, Carla, elle comprend pas, elle dit: «Mais pourquoi il reste ici?» De là, elle lui dit: «Parce qu'il a fait les aveux». Il a avoué il a avoué avoir tué sa femme.
Carla est choquée. Elle a l'impression que le plafond s'effondre sur sa tête. Elle comprend rien. Elle comprend rien. Parce que du peu, enfin de ce qu'elle a vu de gens, ça avait pas l'air d'être un criminel en puissance. Donc ça l'étonne, mais elle cherche pas. Elle est fatiguée, donc elle va rentrer. Elle va rentrer. Jean va être incarcéré jusqu'au prochain procès. Au procès, il va se rétracter. Ça veut dire qu'au procès, il va dire qu'il n'a rien fait, que c'est pas lui qui a tué son ex-femme, qu'il est innocent. Alors on lui dit pourquoi vous avez fait des aveux lors de votre audition, et là il dit mais c'est les policiers, ils m'ont tellement brusqué, ils m'ont tellement poussé que j'en avais marre, j'étais fatiguée, alors je leur ai dit que c'était moi alors que c'était pas moi. Et concrètement ça s'est déjà vu, hein. Donc du coup ils vont poser des questions, dire comment ça se fait que votre empreinte a été retrouvée sur l'arme du crime. Le mec va pas savoir quoi répondre, il va dire qu'il n'a pas d'explication à ça. Et un autre truc, c'est qu'il y a certains meubles qui devaient revenir à son ex-homme qui est dans l'appartement de lui et de Carla. Et il va dire que c'est sa femme qui lui a donné les meubles. Et là, ça va pas trop dans le sens parce que lors du jugement pour le divorce, c'était bien notifié que ces meubles devaient revenir à son ex-femme et pas à lui. Donc normalement, les meubles n'ont rien à foutre chez lui. Donc du coup, après, avec toutes ces infos qui sont bizarres les unes des autres, Jean qui sait pas trop s'expliquer, ils finissent par le présumer coupable du meurtre de sa femme et il est condamné à 35 ans de prison. 35 ans de prison et Jean qui n'était pas d'accord avec cette décision a fait appel. Donc il y aura un autre jugement dans quelques mois. Et pour savoir si il garde sa peine ou s'il est acquitté ou s'il y a quelque chose. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que les 3 histoires vous auront plu. Comme je vous avais dit, il y en avait 2 assez longues, une assez courte. La première, personnellement, c'est un mystère. C'est vraiment... on a plein de questions concernant cette histoire de disparition. C'est pour ça que dès que j'en saurai plus, je ferai une suite. Et puis cette histoire, la dernière histoire là, le mec qui se marie avec la femme et qui est soupçonné d'avoir assassiné son ex-femme, c'est très étrange. Et la deuxième, le mec qui n'est pas un plombier mais qui se fait passer pour un plombier et qui sait à ce moment-là que la personne âgée attend un plombier, c'est cocasse. C'est cocasse et il y a plein de questions. On finit par se poser beaucoup de questions. Donc, comme je vous ai dit, dès que j'aurai des suites, je ferai des nouvelles vidéos. Et puis, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on va essayer de faire un peu plus de vidéos. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Pour vous dire que je vais vraiment essayer de m'y tenir, de faire un peu plus de vidéos. Je vais essayer à m'en tenir à une vidéo par semaine, ça serait bien. Comme ça, une fois par semaine, on pourrait se retrouver et avoir des vidéos pour parler de tout, autant raconter des histoires que raconter des faits divers comme la dernière vidéo. Voilà, on peut parler de tout dans les vidéos, c'est ça qui est bien. Donc voilà.
Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.